Ah, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je précise que j'ai deux micros parce qu'il y en a un pour la salle et un pour la rediffusion en Zoom. Donc, c'est ce micro qu'on va se passer. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là ce soir et merci à ceux donc, qui ont organisé cette rencontre, l'Institut Goethe et la Fondation Heinrich Böll. Je suis d'avance, désolée pour mon accent allemand. C'est un petit peu compliqué, mais je vais faire de mon mieux. Alors, j'ai envie de commencer cette conférence en rappelant cette phrase de René Dumont en 1974. Il était candidat à l'élection présidentielle en France. Et à l'époque, il tentait de sensibiliser les téléspectateurs au gaspillage en direct à la télévision dans une vidéo qui, depuis, est devenue célèbre, où il déclare « Nous allons bientôt manquer de l'eau et c'est pourquoi je bois devant vous un verre de cette eau précieuse. » Puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Alors, il est clair aujourd'hui qu'il était visionnaire, puisque beaucoup de choses commencent à manquer, les énergies, l'eau, l'air pur, ou même les arbres, les animaux. Le changement climatique et la crise de la biodiversité sont devenus des enjeux majeurs et essentiels, existentiels en réalité en quelques décennies, des enjeux auxquels il convient évidemment d'apporter des solutions urgentes. Et ça tombe bien car le troisième volet du 6e rapport du GIEC vient de sortir aujourd'hui et il nous propose justement des solutions. Et ce sont, on remarque, des solutions qui portent notamment autour de la sobriété, des solutions qui reprennent en réalité ce que disent des activistes écologistes depuis des décennies. Or, c'est justement l'objet de cette conférence. J'ai autour de moi 3 représentants de 3 générations différentes, désolé Cyril, d'activistes écologistes. Et on va essayer de s'interroger aujourd'hui sur l'évolution de cet activisme écologique et puis sur l'évolution en fonction de l'aggravation de la situation. Donc, je vais commencer par vous présenter. Louisa Neubauer, bonjour. Vous êtes activiste climatique, vous avez 25 ans et vous êtes l'une des principales organisatrices de la grève climatique en Allemagne et vous êtes un peu la représentante de l'activisme écologique en Allemagne, si bien qu'on vous surnomme, en tout cas en France, la Greta Thunberg allemande. Cyril Dion, bonjour. Vous représentez une des générations les plus jeunes d'activistes, bien sûr. Vous avez 43 ans. Je me permets de mentionner votre âge puisque c'est une question de génération. Vous êtes réalisateur, écrivain, activiste et vous êtes l'un des fondateurs du mouvement Colibri. Vous avez réalisé le documentaire Demain qui a été récompensé par un César en 2016. Et vous avez écrit plusieurs romans, dont Imago, qui a reçu le prix Méditerranée du premier roman. Et en 2018, vous avez fait partie d'un groupe qui a porté plainte contre le gouvernement français pour son inaction face au changement climatique. Et enfin, à ma gauche, Noël Mamère. Noël Mamère, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 73 ans. Vous êtes un ancien journaliste. Désolée. Je mentionne les âges car c'est une question de génération, je le précise. Vous êtes un ancien journaliste et homme politique français. Vous avez été membre des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts, jusqu'en 2013. Et vous avez également été maire de Bègles de 1989 jusqu'à 2017 et député de 1997 à 2017. Et enfin, surtout, vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 2002 et vous aviez obtenu 5,25% des voix, c'est-à-dire en France plus que les socialistes, à en croire les sondages aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous, justement, Noël Mamère. On est en pleine élection présidentielle. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle, je l'ai mentionné. On est à 6 jours d'une élection qui va être cruciale. Et pourtant, on a l'impression que l'écologie est passée à la trappe. Ça a été très peu mentionné. Ça a représenté au maximum 5% du temps de parole médiatique. Sur France 2, ce week-end, il y a des candidats à la présidentielle qui ont été interrogés. Ça a représenté 1 minute, le temps de parole dédié à l'écologie. 1 minute sur 2h30 d'émission. Alors, quel regard vous portez sur cette campagne présidentielle et l'absence finalement de débat écologique? Alors, il faut que je vous passe ce micro, absolument. Si. Donc, je vous confirme que j'ai 73 ans et que je parle ici comme le représentant de la préhistoire de l'écologie, mais non, parce qu'avant moi,
avant cette campagne de cette élection de 2002, comme l'a souligné Salomé, il y a eu René Dumont en 1974, qui a été le premier candidat écologiste. Mais il faut savoir que la pensée critique de l'écologie, elle ne date pas de 1974, elle remonte au 19e siècle. Et si elle apparaît pour beaucoup aujourd'hui, notamment à la jeune génération qui marche pour le climat, comme une idée neuve, c'est sans doute une idée neuve dans la société française, et même en Europe maintenant, mais c'est une idée neuve qui vient de loin. Donc le fil n'a jamais été interrompu de cette pensée critique. Et donc quand Salomé me pose la question de savoir comment je regarde cette élection présidentielle, je la regarde avec les yeux d'un désespéré qui fait partie de cette génération qui a contribué à ce que les idées de l'écologie infusent la société, avec aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, la préoccupation écologique qui arrive en 3e ou 4e position, là où jusqu'à maintenant elle était en 15e ou 16e position, et au moment du débat majeur, du débat politique majeur de notre pays, qui est l'élection présidentielle, l'écologie politique se trouve d'une certaine manière reléguée au placard, méprisée, comme si elle n'était que ce que l'on pouvait ajouter, qui à la social-démocratie, qui à la droite, mais qu'elle n'était pas une pensée systémique. Et que de toute façon, les écologistes sont condamnés, enfin, dans le schéma dans lequel nous sommes, on a le sentiment que les écologistes sont relégués dans ce statut d'observateurs participants qui nous annoncent des catastrophes, des apocalypses, et qui ne seraient pas capables de gérer un pays, comme l'auraient dit quand j'étais journaliste mes confrères sportifs, de gérer la société dans tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire aussi bien sur les questions de justice que les questions sociales, que les questions économiques, que les questions d'égalité des droits. Je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais je me sens pleinement écologiste, et tout autant écologiste quand je marie 2 hommes à Bègle en juin 2004 que quand j'arrache des OGM avec mes copains des faucheurs volontaires. C'est exactement la démarche que doit être celle d'un écologiste, c'est-à-dire une pensée globale. Et pour ne pas accaparer la parole, quand Salomé a évoqué tout à l'heure René Dumont, disons que ces années 70, elles ont sans doute, quand ma génération regarde ces années-là, c'est sans doute les années du grand ratage, du ratage de la grande bifurcation que l'on aurait pu, non pas imposer, mais décider de manière collective et consentie au plan international. C'était lié notamment à la conquête spatiale, avec l'homme qui marche sur la Lune et qui s'aperçoit que la Lune est un désert, mais que la Terre, ses ressources ne sont pas inépuisables et que c'est sans doute une des plus belles planètes de l'univers, en tout cas dans les limites de notre connaissance. Et puis c'est aux États-Unis, en 1970, le jour de la Terre, organisé par un sénateur démocrate qui rassemble près de 20 millions d'Américains dans toutes les grandes villes des États-Unis. Et puis c'est en 1972, il faut le rappeler, je n'ai pas entendu un seul candidat à l'élection présidentielle en 2022 nous rappeler qu'avant que René Dumont nous présente ce vers en nous expliquant que l'eau serait une ressource rare et que donc, après avoir vécu des sociétés d'abondance, nous entrions dans celle de la rareté. Mais 2 ans plus tôt, il y a 50 ans exactement, le MIT publiait un rapport que l'on appelle le rapport Meadows, qui était sur la limite à la croissance et qui nous expliquait déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, face à cet épuisement du capitalisme qui est en train de montrer ses limites les plus brutales, je suis accablé de voir que la France reste dans un état d'impensée politique majeure, alors que nous sommes confrontés à une crise existentielle, à une question existentielle. Alors, je ne suis pas un désespéré, sinon je n'aurais jamais fait de politique. Je pense que les sociétés se transformeront autour des questions que pose l'écologie. Ça, c'est une évidence. On ne pourra pas y échapper. La question est de savoir selon quelles conditions, comment et avec quel rôle pourront jouer les écologistes dans cette transformation de la société. Et derrière cette question se pose celle qui agite votre génération, celle qui a pris conscience de l'urgence,
celle qui a intégré cette idée du GIEC selon laquelle nous sommes entrés dans la décennie critique. Cette urgence, nous ne l'avions pas à mon époque, j'avais 20 ans en 68, on était critique de la société, mais on n'avait pas encore intégré cette question de l'urgence. Et c'est donc votre génération qui doit faire bouger les choses. La grande chance que vous avez par rapport à ma génération, c'est que quand, par exemple, Lisa se mobilise en Allemagne, en même temps qu'elle, Hanouna de Wever en Belgique mobilise la société, en même temps Greta Thunberg, mais en même temps, il y a des jeunes africaines comme en Ouganda, par exemple, cette jeune femme qui est en train de se battre contre les projets de Total, qui sont dévastateurs et qui vont procéder et conduire au déplacement de plus de 100 000 personnes, alors qu'ils jurent sur la main sur le cœur qu'ils sont pour les énergies renouvelables. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui mènent un projet avec les Russes dans le Grand Nord, vous connaissez le projet Yamal. Eh bien, dans la langue vernaculaire des sociétés qui habitent dans ces zones, Yamal, ça veut dire la fin du monde. C'est quand même très métaphorique de voir comment Total est engagé dans un procédé de ce genre. Donc, ça veut dire que votre génération, elle est capable de se mutualiser grâce au système d'Internet, grâce au numérique, pratiquement en instantané. Et on sait que les sociétés n'ont jamais bougé par le haut, mais par le bas. Et cette internationale écologique qui est en train de se construire, c'est celle dans laquelle je crois et dont je fonde tous mes espoirs pour ne pas justement désespérer. C'est bon, vous gardez celui-ci. Merci beaucoup, Noël Mamère. Alors, on l'a dit, effectivement, ça fait des décennies qu'il y a eu des activistes, il y a eu des responsables politiques pour alerter de la situation dans laquelle nous nous trouvons et une situation qui va s'aggraver. Il y a, je le disais, le troisième volet du 6e rapport du GIEC qui est paru aujourd'hui. On le sait, on commence à avoir conscience de l'ampleur du phénomène. Et pourtant, je le disais, en France, en tout cas, l'écologie reste la grande absente du débat politique. Vous parlez d'impensé politique, Noël Mamère. Cyril Dion, vous avez participé, vous faites partie des gens qui essaient d'informer, qui essaient d'alerter sur cette situation. Comment vous vous sentez par rapport à cette campagne présidentielle? Attention, c'est technique. Hyper bien, j'adore cette campagne, elle est formidable. Je pense que ça nous pose des questions. Enfin, déjà, moi, je suis un peu inquiet par rapport à mon pays, de façon générale. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une espèce d'apathie qui est un peu inquiétante. Les gens ne sont pas tellement sortis dans la rue pour la guerre en Ukraine, sortent plus tellement dans la rue pour le climat. Là, quand on organise des marches, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chape de plomb qui s'est abattue. On l'a vu aussi, puisque mon vrai métier, c'est plutôt de faire des films, mais on le voit aussi au cinéma, où il y a une espèce de refus d'aller voir des films sur des sujets graves, parce qu'il faut absolument se divertir et se vider la tête de tout ça. Et ça crée une sorte de vide politique, c'est-à-dire que si on n'est pas dans les rues pour créer un rapport de force avec un certain nombre d'entreprises et le gouvernement, les choses ne vont pas se faire toutes seules. L'autre chose qui m'inquiète beaucoup, c'est, on en parlait avec Salomé avant le débat, mais c'est les journalistes, les médias. Le fait qu'il y ait si peu de questions, c'est quand même aussi de la responsabilité des journalistes. Comment est-ce possible? Alors qu'on sait que c'est un enjeu de survie pour l'humanité. Là, le deuxième volet du rapport du GIEC, c'était quand même 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des zones qui pourraient devenir inhabitables d'ici la fin du siècle avec le dérèglement du climat. Enfin, c'est du délire qu'à aucun moment un candidat aux élections présidentielles soit interrogé là-dessus. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Et j'ai l'impression que ça vient du fait qu'on a une espèce de polarisation dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tentative d'aller vers les sujets qui sont les plus bankable, quoi. C'est-à-dire ce qui va faire qu'on va faire le plus d'audience à la télé, ce qui va faire qu'on va avoir le plus d'audience sur les sites ou sur les réseaux sociaux, et qui est très lié à la confrontation. Tout ce qui crée de la confrontation, en gros, fait recette. Donc, allons dans ce sens-là. Et il se trouve que apparemment, ils n'ont pas trouvé le moyen de faire de la confrontation avec l'écologie. La dernière remarque que je me fais, c'est que du côté de l'offre politique, il y a quand même quelque chose qui ne se traduit pas. C'est une conversation que j'ai de longue date avec les partis verts.
il y a quand même vraiment un récit, c'est un peu mon obsession, hein, mais un récit à construire qui trace un horizon véritablement désirable, qui propose des trajectoires de sens où finalement vivre dans un monde plus soutenable, ça ne ressemblera pas du tout à vivre dans ce monde-là. Et j'ai toujours l'impression que l'offre écolo, c'est un peu, on reste dans le récit actuel, qui est un récit matérialiste, où la finalité, c'est de faire de la croissance économique, d'avoir de plus en plus de richesses et de possessions matérielles. Et dans ce récit-là, finalement, le consumérisme, c'est un peu ce qui est là pour soulager la peine qu'on a à être des forçats qui viennent participer à la machine économique. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit aux gens, bon, vous allez être obligés d'aller bosser toute votre vie, bon, vous aurez un peu des week-ends, un peu des vacances, mais avec l'argent que vous allez gagner, vous pourrez consommer. Vous pourrez prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde en vacances, vous pourrez acheter tous les trucs qui vous font plaisir, acheter cette belle voiture que vous avez eue dans la pub. Si le discours qu'on propose, le discours politique, c'est de dire, alors on va rester dans le même récit et on va vous enlever tous les trucs qui vous font plaisir. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus prendre l'avion, vous ne pouvez plus manger de la viande, vous ne pouvez plus prendre de bain, vous ne pouvez plus consommer d'énergie, vous ne pouvez plus avoir une grosse voiture. Évidemment que les gens ne sont pas d'accord. Alors que si on leur propose une trajectoire de sens où on leur dit, alors en fait, on va totalement changer la finalité de ce qu'on cherche en tant que société. Notre finalité ne va plus être faire de la croissance économique, notre finalité va être préserver la vie, faire en sorte que vous puissiez exprimer vos talents, que vous puissiez participer à rendre le monde vivant plus vivant, à ce que les gens soient en meilleure santé, à ce que le lien social se renforce, à ce que vous trouviez du sens à ce que vous faites au quotidien. Ce que les étudiants demandent maintenant quand ils disent on ne veut plus aller bosser dans les grandes entreprises parce que ça n'a aucun sens pour nous. Ça n'a aucun sens d'aller travailler pour des entreprises qui continuent à détruire les écosystèmes. Si on proposait cette trajectoire de sens-là, en montrant de façon assez précise que les candidats commencent à essayer de faire, mais ce discours-là n'a pas de puissance. Combien d'emplois on va créer? À quoi ressembleraient les villes? Comment seraient les bâtiments? Comment on se déplacerait? Comment ça serait dans les écoles? Qu'est-ce qu'on mangerait? Ça viendrait d'où? Et comment ça serait génial tout ça? Moi, je pense qu'il y aurait un boulevard. C'est-à-dire que les gens sont tellement désespérés que si on leur proposait, ça c'est un peu ce qu'on avait fait avec Demain, si on leur proposait ce récit-là, à un moment, ce serait mais merci, quoi. Mais je vais voter pour vous, juste parce que j'ai envie d'habiter dans ce monde-là. Pour l'instant, ça, on n'arrive pas à le construire, ce récit. Et c'est un vrai problème. Parce que de l'autre côté, les candidats qui ont fait recette, l'extrême droite et tout ça, ils ont construit un récit. Si vous avez vu la vidéo de Zemmour, c'est un récit. C'est un récit de falsification de l'histoire, manipulateur, etc. Mais c'est quand même un récit qui est assez facile à comprendre et qui joue sur des ressorts qui peuvent activer des passions chez les gens. Ben, on a besoin de faire ça aussi, je trouve, avec l'écologie. Et on ne fait pas assez. Je récupère le micro. Merci beaucoup, Cyril Dion. Alors, on a donc parlé de la situation de la France qui, vous l'avez dit, est peut-être un petit peu désespérante actuellement, en tout cas très inquiétante. En Allemagne, il y a également eu des élections il n'y a pas très longtemps, c'était en septembre. Je pense qu'on a peut-être beaucoup de germanophiles, voire d'Allemands dans la salle, donc vous n'êtes pas sans savoir que l'écologie y a tenu une place plus importante. En même temps, ce n'était pas compliqué, étant donné qu'on n'en a quasiment pas parlé en France. Luisa Neubauer, comment vous expliquez le fait qu'il y ait eu plus de place pour l'écologie dans la campagne en Allemagne qu'en France? Quel est le rôle de l'activisme écologique dans la politique en Allemagne? Et est-ce que je peux non, le micro? non, Là, c'est bon. Ok, das ist ganz merkwürdig. Hallo. Oui, bonjour. Alors c'est très... Donc il faut bien mettre vos casques. Oui, donc je suis très, très content d'être ici. Et c'est vraiment très excitant ici. Et donc, ce que je trouve ici aussi, qu'on ait vraiment une femme pour traduire une femme, un interprète pour traduire un homme, etc. Et donc, je vais essayer aussi de parler très doucement pour me faire comprendre.
je ne veux pas courir le danger ici. Oui, l'écologie en Allemagne, on est bien. Enfin, c'était le sujet numéro un pendant la campagne, etc. Ça serait trop facile. On ne peut pas comparer, je pense, entre les deux pays. Et je voudrais peut-être essayer de répondre à ça. Et ensuite, j'ai peut-être une ou deux propositions pour quelque chose qu'on pourrait faire très facilement. Je pense que ce qu'on sous-estime, c'est le rôle en fait qui nous incombe. En fait, il y a 3 ans, en fait, j'ai rencontré Macron et puis avec Greta Thunberg. Et donc, et on était très impressionnés quand même et puis c'était vraiment excitant quoi. Et on trouvait ça vraiment très très cool. Et on était assis là mais j'ai pensé qu'il n'y avait aucun politicien en Allemagne qui était si charismatique, en fait. Hein. Et donc, ça, c'est en fait un très bon point pour la France. Hein. Et je m'étais dit, eh ben, dommage qu'on n'ait pas ça en Allemagne. Moi, je trouvais que c'était dommage et même tragique. Hein. Mais j'ai pensé, et après coup, je me demande qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir une personne comme ça qui donne de l'espoir et en fait qui avale l'espoir parce qu'on pense d'une manière très très reposante en fait, ben, ce mec-là il va faire et nous on va regarder qu'il fasse. Et donc il y a beaucoup d'espoirs, je pense, qui ont été déçus. Et donc, parce qu'en fait, on se repose sur d'autres, et je pense que c'est ça qu'on sous-estime. Si on fait un focus donc exclusif sur un leader charismatique, et donc les gens tendent à s'oublier eux-mêmes, à se sous-estimer eux-mêmes et à ne plus bouger et à perdre en fait l'espoir dans la société. Et on est suspendu, on a notre espoir qui nous reste quelque part, et puis en fait on est déçu, mais et on perd en fait tout focus et tout objectif. Je, je ne sais pas s'il y a maintenant un parallèle à faire. Quand nous, en tant que mouvement, on a regardé la campagne allemande, et donc pour nous, ce n'était pas important le candidat ou le parti. Mais on savait que les Verts y faisaient part ou y prenaient part. Et en fait, notre objectif était dès le départ était de s'assurer que chaque parti puisse en fait s'approprier le sujet écologique. C'est-à-dire que d'ouvrir en fait la perspective écologique. Et donc, dans chaque circonscription et dans chaque région, dans chaque ville et organisation, de déjouer un petit peu la direction droite-gauche, mais de mettre sur le tapis et sur le devant de la scène le sujet écologique. En fin de compte, on a essayé d'échanger en fait les habitudes du passé par des espoirs et des perspectives d'un avenir autre, écologique cet avenir. C'est-à-dire que pour ouvrir, pour faire une rupture en fait avec le passé dans le sens sclérosant. Je ne sais pas encore si on a réussi. En fait, on a des contrats de coalition, bien sûr. On parle maintenant d'1,5 degré. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure on a réussi, mais je pense que on a sensibilisé pas mal de monde et de ne pas se détourner des réalités et de se dire eh ben, c'est les autres qui vont faire notre écologie ou
nos efforts climatiques. Là, j'ai un problème de son parce que j'ai un grand écho. Excusez-moi. Il s'agit donc, dans le fond, en fait, peu importe la génération, peu importe l'origine, c'est de se demander pour chacun individuel, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est censé de ce que je fais? Et donc, il est clair que les journalistes, enfin, il faudrait qu'ils se prennent par le nez, parce qu'en fait, c'est un petit peu pénible d'entendre en fait qu'il y ait si peu d'écho, comme vous l'avez dit ici en France, pour les questions vraiment vitales. Das geht ja weiter, dann fragen die jungen Menschen, wie du gesagt hattest, wo will ich arbeiten? Ist das egal, ob man Aktivist oder nicht? Das sind ganz grundsätzliche Fragen, die man sich als Problème du travail, ça c'est un problème existentiel en fait. Qu'est-ce que je fais en tant qu'homme dans ce monde? Est-ce que je vais continuer à travailler pour une entreprise qui détruit ma planète et je courbe le dos? Ou alors est-ce que je vais me détourner et peut-être être un petit peu moins rentable, mais travailler utilement? À la fin de la journée, en fait, il faut, comme en étant des êtres sensibilisés au climat, il faut qu'on se pose la question de ce que l'on veut faire. En fait, c'est quelque chose qui fait peur quand même, ce qui nous arrive. Et on a passé quand même les dernières années de manière extrêmement généreuse à se dire et à se taper sur le nombril et à se dire, en fin de compte, on a réussi quand même quelques petits progrès, alors que tout le reste se casse la figure. Donc là, il est vraiment important d'avoir le courage de caractériser le présent tel qu'il est, c'est-à-dire un environnement inacceptable pour la plupart des gens sur Terre. Donc, il faut se... oui, elle est un peu rapide, c'est vrai. On peut se l'imaginer, je parle par exemple avec des gens qui travaillent dans les syndicats et donc qui construisent aussi les moteurs à explosion. Et donc, quand je parle avec ces gens, ils me disent oui, vous, les activistes, etc. Et en fait, moi, je leur pose la question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est inacceptable pour vous de vous dire en rentrant à la maison que vous travaillez pour payer le loyer mensuel et de mettre quelque chose sur la table, mais que vous allez travailler contre l'avenir de vos enfants? En fait, c'est inacceptable. Ça n'a rien à voir... ça n'a rien à voir avec le climat. In fine, ça a à voir avec l'esclavagisme moderne, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut, on nous fait travailler dans une perspective, en fait, de destruction totale. Et c'est ça qu'il faut changer. En fait, c'est cette inacceptabilité qu'il faut renverser. Et ça suppose du courage. Imaginons dans la circulation, en fait, en ville, qui a le plus de droits, la voiture ou l'enfant? Je ne sais pas, est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler 40 heures par semaine pour pouvoir compenser à nous satisfaire du temps perdu, en fait, par la consommation? Est-ce que ce n'est pas un temps beaucoup plus valeureux que celui que je passe avec mon enfant en train de jouer? C'est des questions qu'il faut se poser quand même. C'est des questions humaines, c'est des questions existentielles. En fait, nous, les expériences les plus importantes qu'on a fait pendant la campagne, c'est-à-dire les préjugés sur lesquels on est tombé. En fait, on a rencontré des préjugés et des gens qui n'étaient pas prêts à les abandonner. Et donc, il ne faut pas se freiner, il ne faut pas s'arrêter d'expliquer à ces personnes. Merci beaucoup. Et un grand bravo au traducteur qui va pouvoir reprendre son souffle. Je le vois d'ici.
Alors, j'aimerais qu'on rentre un petit peu, on est déjà dans le vif du sujet, mais qu'on aille un peu plus dans le sujet de l'activisme avec vous, Noëlle Mamère. On a parlé de l'absence d'écologie dans la campagne présidentielle. On a parlé du fait que ça pouvait être différent en Allemagne, même si c'est évidemment un constat qui est à nuancer. Avec l'expérience que vous avez, pour vous, quelle est la meilleure façon de faire rentrer du climat dans le débat public pour qu'in fine, il y ait des décisions politiques qui soient prises pour notre bien collectif à tous? Comment on fait aujourd'hui? Quelle est la meilleure façon? Est-ce que c'est de rentrer en politique? Est-ce que c'est d'aller dans la rue? Est-ce que c'est d'être activiste sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est de produire des contenus culturels? Pour vous, quelle est la façon la plus efficace? Et je vous donne le micro, pardon. Alors, j'aurais tendance à vous répondre qu'il n'y a pas une seule voie pour faire passer le climat dans l'économie et dans la société. C'est utiliser tous les outils que vous venez de décrire. Il y a, dans la tradition des écologistes, pas simplement en France, d'ailleurs ce n'était pas une idée française au départ, elle vient plutôt des pays anglo-saxons, c'est ce que l'on appelle la désobéissance civile, inspirée de Henri David Thoreau sur la question de cette désobéissance civile basée sur la non-violence. Aujourd'hui, ce sont des Anglais qui ont réactivé cette désobéissance civile avec le mouvement Extinction Rebellion. Ces mouvements de désobéissance civile, leur principal objectif, c'est d'abord de mettre le doigt sur ce qu'ils considèrent comme une anomalie qui doit être dénoncée, ou disons, je ne vais pas dire un péché contre le climat, parce que le combat des écologistes n'est pas le combat du bien contre le mal, mais la recherche de ce qui est juste pour la société, pour l'avenir de nos enfants. Mais il y a aussi dans la désobéissance civile tout le côté mise en scène, spectacle, qui attire les caméras. Ce que disait tout à l'heure Cyril Dion est très intéressant sur les médias. C'est un vieux journaliste qui vous parle. Je pense qu'en effet, l'écologie est le contraire de la tendance lourde de la société et en particulier des médias. C'est-à-dire cette tendance à simplifier. On pourrait dire qu'aujourd'hui, nos sociétés sont marquées par 3 poisons: la dictature de l'instant, la tyrannie de l'émotion et la simplification. Alors la dictature de l'instant, c'est il se passe un événement le lundi, mais il y en a un plus important le mardi, on va oublier celui du lundi. Et surtout, la dictature de l'instant fait qu'on ne contextualise pas les choses et que l'on va donc directement à la simplification, comme si le monde était binaire, qu'il y aurait les bons d'un côté et les méchants de l'autre. C'est d'ailleurs parti du président américain quand il a déclaré la guerre à l'Irak en disant c'est la guerre du bien contre le mal. Tout ça, finalement, c'est décliné politiquement et médiatiquement. Et c'est vrai que l'écologie politique, c'est tout le contraire de la simplification. L'écologie politique, c'est la complexité. On n'explique pas un phénomène par une cause, mais il y a toujours plusieurs causes pour expliquer un phénomène. Je donne un exemple tout bête. Salomé a beaucoup suivi les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ne sont pas nés comme ça. Les Gilets jaunes, pour beaucoup d'entre eux, sont des gens qui ont été relégués loin des centres-villes parce qu'il n'y avait pas de politique de mixité sociale. Et ça s'est accompagné, et ça a été précédé d'un abandon par la SNCF des lignes secondaires, des services publics dans les zones rurales, de l'exode rural. Et en fait, ces gens se sont retrouvés en situation de dépendance très grande, même otage de leur voiture, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement pour se déplacer. Et tout cela s'est accompagné d'une désertification qu'un démographe français très intéressant qui s'appelle Hervé Lebras appelle la diagonale du vide. Et moi, je connais dans ma région, chez moi, des communes comme La Réole et autres, qui étaient des communes prospères, et dans lesquelles vous avez aujourd'hui, quand vous allez au cœur de ville, à vendre, à louer, et à La Réole, il y a un bistrot qui subsiste, qui s'appelle La Populaire, ça ne s'invente pas, et qui est un bistrot associatif. Mais tout le reste, ça a été complètement abandonné. Donc, c'est très difficile pour l'écologie d'ouvrir une brèche dans un monde médiatique et politique qui recherche la simplification et qui veut vous classer dans une case et ne pas en sortir. Et j'ajoute à ce que dit Cyril, parce qu'il faut le dire, il n'y a plus vraiment de débat démocratique, ou en tout cas de débat contradictoire dans les grands médias. Le débat, c'est l'exception. Le clash, c'est la règle.
Et cette course infernale à l'échalote entre les médias et les réseaux sociaux qui font un mal terrible, eh bien, ça donne ce que vous voyez, c'est-à-dire un affaiblissement de la démocratie, une fatigue démocratique, un rejet à la fois. Tout le monde est mis dans le même sac. Beaucoup de Français s'abstiendront sans doute dimanche prochain avec un rejet du politique, mais aussi un rejet des journalistes qui sont classés dans la même catégorie. Alors, comment faire face à ça? Je pense que la jeune génération, j'y reviens, parce que à la génération de Lisa et à ceux qui d'entre vous se battent pour le climat et se bougent, je pense que c'est en effet par des manifestations comme celle-ci, et les manifestations du climat, ce qui est très intéressant dans cette génération climat, et ça répond à ce que disait Cyril, avec lequel je suis totalement d'accord sur cette question du récit. Ma génération, c'est le récit de l'Apocalypse. C'est comme ça qu'on a été traité. Hein, marchand de bougies contre le progrès, Cassandre et autres. La génération climat d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Elle manifeste pour le climat, mais elle ne manifeste pas que pour ça, parce qu'elle a intégré la complexité de la société. La génération climat, elle a une passion pour l'égalité, elle reconnaît les minorités, elle lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient de race, de religion ou de genre. Elle intègre son combat dans un regard plus global sur la société. Et c'est elle qui est en train de construire ce récit, qui n'est pas un récit punitif. Qu'est-ce qui est punitif aujourd'hui? C'est la société dans laquelle on est. Ceux qui réclament le statu quo, ce sont eux qui sont des utopistes. Ceux qui veulent changer, qui disent un autre monde est possible, ceux qui manifestent pour le climat, ce sont les vrais réalistes qui nous proposent une société dans laquelle on ne soit pas effectivement les esclaves d'un système où la consommation arrive comme une sorte, et Cyril l'a très bien dit, comme une sorte de pansement, et une société dans laquelle, comme on l'a vu avec la pandémie et comme on le voit avec la guerre des Russes en Ukraine, qui est une guerre des fossiles, c'est la question de la dépendance, non seulement de la dépendance dans le cadre de la mondialisation, qui, contrairement à ce qu'elle nous a raconté, n'est pas une mondialisation heureuse pour tout le monde, loin de là, quand on regarde le fossé des inégalités qui s'est creusé entre le Nord et le Sud, et c'est une mondialisation, en tout cas un système qui nous rend complètement dépendants des énergies fossiles, dont on ne veut pas sortir. Enfin, quand même, après ce qu'on a vu dans la ville de Botcha, dans la banlieue de Kiev, ce qui sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, cette barbarie à la porte de notre Europe. Et on a des gouvernements qui, dans l'Union européenne, ne sont toujours pas capables, parce qu'ils sont dépendants du gaz russe, à l'Autriche pour 100%, l'Allemagne pour 50%, la France un peu moins, qui défendent de manière égoïste leurs intérêts pour justement permettre de consommer as usual, pour le business as usual. Mais n'y aurait-il pas, sinon on va finir comme des Munécois. Mais il serait quand même peut-être temps de dire que l'Union européenne doit être capable de dire à un dictateur à 2 heures de Paris, derrière les murs du Kremlin, qu'il faut un embargo sur le gaz et sur le pétrole, quitte aussi à entrer, nous, dans une zone qui sera peut-être plus difficile, qui imposera des sacrifices, mais que ce soit des sacrifices consentis. J'ai été trop long parlant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention, Noël Mamère. J'aimerais vous faire réagir, vous, Louisa, au regard que porte Noël Mamère sur votre génération, notre génération finalement aussi d'activistes pour le climat, notamment sur le rôle des réseaux sociaux et des médias qui incitent à la culture du clash, et pourtant que vous utilisez beaucoup pour votre activisme. Je vais être brève et je vais essayer de parler lentement, même si c'est un grand défi. Alors, on a parlé de l'embargo. Je viens de l'Allemagne et on voit d'un côté ces images terribles de la Russie et en même temps, on mène un débat sur les limites de vitesse
sur la route, parce qu'on dit, voilà, on aimerait bien continuer à aller à 200 km par heure. J'aimerais néanmoins aussi contredire un petit peu. Je pense qu'il est un peu trop retenu quand on dit, voilà, nous, la génération ancienne, on l'a essayé et maintenant c'est à vous. Donc, on est dans des systèmes dans lesquels on agit. Et au cours des prochains 8 ans, il faut donc vraiment réduire les émissions. Mais je pense que les baby-boomers vont rester au pouvoir encore pendant beaucoup d'années parce qu'ils vont vivre longtemps. Et il faut donc l'accepter. Ils vont rester encore longtemps et quelqu'un doit les amener à faire au moins le minimum. Dans la plupart des démocraties, et je pense qu'en France, c'est également une question. La majorité des électeurs ne sont pas les jeunes. La majorité de ceux qui voudraient participer aux décisions ne peuvent pas aller aux élections. Donc, ça contredit tout simplement à la réalité démocratique. Il faut donc essayer d'aborder les groupes d'électeurs les plus influents et de les atteindre. Et ensuite, il faut savoir qui est respecté au cours de la présidence. On peut, par exemple, dire que si les jeunes correspondent à 30% de la société, la plupart de la politique est faite pour l'homme blanc au-delà de 40 ans, parce qu'elle est faite par l'homme blanc qui a plus que 40 ans. Et là aussi, il faut réfléchir qui doit s'exprimer, qui doit prendre position pour pouvoir modifier la politique réelle. La réelle politique. Je trouve que c'est un peu naïf de faire semblant qu'on pourrait dire, voilà, les jeunes feront la révolution et le demain sera meilleur. Donc, ça ne correspond pas aux circonstances auxquelles on est confronté. Et en même temps, ça donne de l'espoir. Je ne veux pas dire, voilà, vous, les vieux, vous avez tout raté il y a 40 ans et donc vous n'avez plus le droit à vous exprimer parce que ce sont aussi des personnes qui peuvent changer d'attitude, qui sont nécessaires. Et il faut éviter qu'on a des scissions entre des générations. Il faut faire comprendre aux générations plus anciennes qu'on a besoin d'eux. Donc, ça serait peut-être un récit important. Est-ce que je peux ajouter quelque chose rapidement? Je pense qu'on sous-estime un petit peu l'importance. Donc, je me réfère aux élections. En Allemagne, on s'est posé la question qui devrait donc parler du climat pour impressionner la population. Et on s'est dit, si ce sont les activistes du climat, ça pourrait impressionner les médias, mais si les syndicats, les maires, les églises s'expriment pour le climat, ça aura un tout autre effet. On a pu convaincre les 300 entreprises les plus importantes en Allemagne pour s'engager en faveur du climat. Et le fait qu'ils se sont prononcés pour le climat avait un effet sur le gouvernement beaucoup plus important. On a parlé avec les grands-parents. Tout le monde est là pour ses petits-enfants, donc il va s'engager pour ses petits-enfants. Et cette réflexion, qui doit prendre la parole pour impressionner les médias, pour impressionner les politiques, c'est très important. Donc, c'est l'importance des alliances est, à mon sens, un peu sous-estimée. C'est un partage de travail. On ne peut pas apporter ça tout seul. Merci beaucoup. Ça me permet de faire... Il y a des gens de 70 ans qui ne sont pas là aussi. C'est parfait. Ça me... Déjà séparer les générations, je pense qu'il n'y a rien de pire que de vouloir dire qu'il y a un fossé entre les générations. Évidemment, moi, je suis dans la transmission
Et donc, cette génération à laquelle j'appartiens, elle doit constituer effectivement des alliances avec la jeune génération. Ne me faites pas dire ce que vous voulez. Ça me permet de faire ma transition, car Cyril Dion, est-ce que je peux dire que vous êtes au carrefour de ces générations ou est-ce que c'est vous faire insulte? Je ne voudrais pas. Alors, vous êtes encore très jeune, mais vous êtes. Est-ce que par. Je ne savais pas comment dire ça de manière diplomatique. Est-ce que. Quoi? Est-ce que vous essayez, par votre travail, de vous adresser justement aussi à ces générations plus âgées, dont on a besoin, on l'a dit, pour accomplir la transition écologique ou en tout cas pour faire face aux enjeux qui arrivent? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez dans votre travail? De parler aux plus vieux? Oui. Plus vieux que moi? Oui. Non, oui, plus vieux que vous, ou peut-être à partir d'autres générations, on va dire. À partir de moi jusqu'à après. Mais en fait, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question comme ça. C'est-à-dire que dans ce que j'essaye de faire, et particulièrement à travers les films, le but a toujours été de s'adresser au public le plus large possible et voire même de créer des conversations entre les générations. Ce qui était le cas d'Animal, le dernier film que j'ai fait. Les deux héros sont des adolescents qui ont 16 ans. Et l'idée, c'était que les spectateurs, y compris les plus vieux, puissent regarder le monde à travers leurs yeux à eux, à travers les yeux du futur, d'une certaine manière. Et pas pour leur redonner la responsabilité, mais au contraire, pour se dire, pour être touché, pour être un peu bouleversé. Ce que ça a fait à pas mal de grands-parents ou de parents qui ont dit « Oh, mais ça pourrait être mes enfants ou ça pourrait être mes petits-enfants ». Et donc, je perçois la situation avec une sorte de décalage, alors que si ça avait été des adultes, les protagonistes principaux, ça ne m'aurait pas fait ça. Et moi, j'ai plutôt envie de faire ça. J'ai envie de construire des ponts et des espaces dans lesquels ces générations-là peuvent non seulement se parler, mais travailler ensemble. Je sais en tout cas que Bella et Vipulan, les deux protagonistes, c'est un peu la réaction qu'a eu Louisa, malgré ce que tu disais qui n'était pas exactement ça. Ça les horripile d'entendre, parce que moi je l'ai entendu plein de fois dans les salles de cinéma, des personnes d'un certain âge dire « Ah ouais, mais moi j'ai de l'espoir parce que cette jeune génération est... » Tu as envie de leur dire « Mais ça va, déjà on leur laisse le monde comme ça, et en plus tu vas leur remettre sur le dos la responsabilité de le faire. » Ça va à 2 secondes, là. Enfin, je dirais, à un moment, il faut peut-être falloir prendre notre responsabilité, nous. Donc, et les lycéens, les ados, etc., c'est pareil. Ils sont dans l'idée qu'ils peuvent peut-être secouer un peu les adultes, ils peuvent vraiment faire entendre leur voix, mais qui ne sont pas dans des positions de pouvoir qui leur permettent d'avoir les leviers d'agir maintenant. Et on n'a pas le temps d'attendre 20 ans qu'ils puissent le faire. Excuse-moi, j'ai fait une réponse pas assez longue. Non, mais vous vouliez réagir à je suis évidemment d'accord avec ce que dit Cyril. Ah oui, bah oui. Avec ce que disent Cyril et Louisa. Il ne faut pas que notre génération qui laisse le fardeau à celle qui vient s'exonère effectivement de sa responsabilité. Mais il ne faut pas non plus, et là-dessus je ne suis pas totalement d'accord avec Louisa, culpabiliser les gens en leur disant c'est à vous de faire des gestes tous les jours pour lutter contre le climat. Non, c'est interpeller, secouer, faire trembler ceux qui aujourd'hui profitent de cette situation, les grands lobbies, qu'ils soient les lobbies de l'agroalimentaire, qu'ils soient les lobbies du pétrole, et qui ont leur ronde serviette dans beaucoup de ministères et dans beaucoup de gouvernements, et pas simplement le gouvernement français. Et donc, c'est toujours la même question de comment on fait bouger la société. Évidemment, si on se repose uniquement sur la génération que l'on célèbre, génération des 16-24 ans qu'on appelle la génération climat, elle ne pourra pas changer le monde à elle toute seule. Nous le savons très bien. De la même manière, mais ça, c'est le point de vue plus allemand que français. Et je trouve que c'est très bien. Quand Louisa nous dit, mais on va aussi voir des sociétés, des entreprises qui ont tout faux, mais que l'on implique dans les discussions qu'on peut avoir avec eux et non, que l'on implique dans les combats que l'on mène. C'est pas, ça a été mal traduit alors. Allez-y.
Est-ce que je peux rapidement intervenir? Rapidement. Allez-y. Il faut distinguer. Il ne s'agit pas d'impliquer les personnes. Je ne veux pas faire du greenwashing. On va avoir Siemens, par exemple. On sait qu'ils font des choses moins correctes, etc. Et en fait, il faut savoir, ils ont même essayé de me proposer un poste au conseil de surveillance chez Siemens. Et il y a néanmoins des possibilités reconnues qu'il y a une stratégie. Ça ne veut pas dire qu'on coopère avec les autres, mais il faut tout simplement les inciter à dire des choses dans le public. Et ça ne veut pas dire qu'on se vend, mais ça reconnaît que nous, qu'on est ensemble et on peut trouver que le capitalisme n'est pas le système qu'on souhaite. Il faut avoir une certaine disponibilité. Il ne faut pas vendre ses valeurs. Mais il ne faut pas non plus essayer d'avoir un monde non réaliste. Oui, non, j'ai bien compris. Non, mais mon expression et le mot que j'ai employé, impliqué, n'est pas le bon. Mais je veux dire qu'on est aussi dans une situation où on ne peut pas passer son temps à diaboliser ceux qui ont qui agissent contre le climat. Les diaboliser, ça veut dire montrer du doigt ce qu'ils font. Par exemple, il y a l'ONG Reclaim Finance de Lucie Pinson, qui est par exemple très intéressante lorsqu'elle met en cause les banques françaises qui nous disent la main sur le cœur qu'il n'y a pas plus vert que ces banques et qui investissent pour 1 euro dans les énergies renouvelables, investissent 7 euros dans les fossiles. Donc ça, il faut le montrer, il faut le dénoncer, mais il faut créer un rapport de force tel avec ces entreprises, c'est-à-dire ne pas leur tourner le dos systématiquement, sinon ça ne marchera pas, et il n'est pas question de faire du greenwashing ou quelque complaisance que ce soit, mais à un moment donné, trouver le curseur qui va permettre de les faire évoluer dans un sens qui est moins dévastateur pour le climat et pour la santé publique. Mais évidemment, il n'est pas question de participer à quelque opération de greenwashing que ce soit, et quand vous regardez en ce moment les publicités à la télévision ou dans la presse écrite d'un certain nombre de sociétés pétrolières, bancaires et autres, il n'y a pas plus écolo qu'eux, il n'y a pas plus vert que… non, on n'est pas là pour ripolliner envers le capitalisme qui montre ses capacités de destruction énormes. Merci beaucoup. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que j'aimerais aussi pouvoir donner la parole à la salle. Alors, avant de vous donner la parole à vous, pour peut-être que vous puissiez poser des questions, j'aimerais terminer sur une rétrospective des erreurs qui ont pu être commises dans l'activisme écologique. Encore une fois, je m'adresse plus à vous, Noël Mamère et Cyril Dion. Non, mais c'est vrai. Les écologistes, notamment en France, notamment vous qui avez eu des responsabilités politiques en tant qu'écologistes, sont encore perçus comme des personnes qui ne seraient pas réalistes, qui ne seraient pas capables de gouverner sous plein d'aspects. On les oppose souvent au réalisme économique. Est-ce que vous pensez, Noël Mamère, qu'il y a eu une incapacité des écologistes, ou en tout cas de ceux qui défendent des valeurs écologistes, oui, c'est compliqué, à prouver qu'ils étaient capables de gouverner, qu'ils étaient responsables, qu'ils étaient fiables? Comment on fait pour sortir de ça? Alors, peut-être que Cyril s'exprime aussi, mais j'allais vous répondre de la manière suivante. Louisa, elle est trop jeune pour avoir eu le temps de faire des erreurs. Les écologistes, ils n'ont pas pu accéder au pouvoir, donc ils n'ont pas pu montrer qu'ils étaient capables de faire des erreurs. Ceux qui sont arrivés au pouvoir, il y a eu, on ne s'en souvient pas, nous avons eu une présidente de région, la région Nord-Pas-de-Calais, avec Marie-Christine Blandin dans les années 90. Je ne sache pas qu'elle a conduit la région Nord-Pas-de-Calais à la faillite, bien au contraire, puisqu'elle a lancé un certain nombre de choses très innovatrices à l'époque. J'ai été maire 28 ans de la ville de Bègles, je ne sache pas que j'ai conduit la ville de Bègles à la faillite. Et depuis 2020, nous avons des maires dans des très grandes villes. Par exemple, il faut que vous sachiez que Lyon et sa métropole, qui est la 2e métropole de France,
Lyon et la métropole sont conduites par 2 élus écologistes, la ville de Strasbourg, la ville de Bordeaux, la ville de Poitiers, la ville de Besançon. À la tête de ces villes, on les a montrés du doigt parce que y en a un qui parle, on a tronqué ce qu'il avait raconté, comme mon ami Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, et l'histoire du sapin. Il disait une chose très, très juste, c'est que plutôt que dépenser 60 000 € pour un sapin qui se casse la figure, ils vont mieux les investir dans l'aide au spectacle vivant autour d'animations qui peuvent être faites autour de Noël. Bon, et des choses comme ça. Mais ces maires, ils sont en train de démontrer qu'ils sont tout à fait capables de gérer, pas simplement en rajoutant des arbres et en comptant le nombre des oiseaux, mais en agissant sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur les questions de mobilité, sur les questions d'alimentation, notamment avec les cantines. Et donc, il faut qu'on soit capable de prouver, on a eu des ministres, mais quand Dominique Voynet a été ministre de l'Environnement, c'était en 97. Elle était ministre, était la seule écologiste dans un gouvernement qui ne l'était pas. Et tous ceux qui lui ont succédé ont montré qu'il était impossible d'être ministre écologiste dans un gouvernement qui ne l'est pas, sans être adossé, et je termine par là, sur un groupe parlementaire fort. Louisa, elle vient d'Allemagne. Un exemple qui va vous montrer quelles sont les difficultés des écologistes allemands par rapport des écologistes français par rapport aux écologistes allemands. En 1997, les écologistes allemands ont fait 7,5 de moyenne aux élections législatives, 7,5%. Les Verts français ont fait exactement le même score. Nous avons été 6 malheureux députés à entrer à l'Assemblée nationale. Il faut 15 députés pour faire un groupe parlementaire. Les Allemands ont eu 51 députés. Et un des plus grands ministres des Affaires étrangères de l'après-guerre avec Joschka Fischer. Parce qu'en Allemagne, il y a un système qui s'appelle la proportionnelle et de manière massive. Donc, les Allemands et les Verts allemands, ils sont dans les institutions depuis bien plus longtemps que nous. Des ministres verts allemands de Länder, il y en a depuis longtemps, parce que le système institutionnel allemand favorise justement d'abord les coalitions et favorise la présence d'écologistes qui ont pu démontrer, preuve à l'appui, qu'ils sont tout à fait capables de gérer les villes, les régions et même un pays bien mieux que ceux qui aujourd'hui montrent leurs limites et veulent nous donner des leçons. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas capable, hein. J'ai dit que vous étiez perçu comme tel par certains. Encore une fois, pour revenir dans cette logique d'examen peut-être du passé d'activiste écologique, Cyril Dion, est-ce que il y a des erreurs que vous avez commises dans votre courte carrière, car vous êtes très jeune, que vous ne répéteriez pas, ou peut-être des conseils que vous auriez à donner aux futures générations écologistes? J'adore ce running gag de mon âge, c'est le truc de la soirée. Oui, moi j'ai fait des erreurs, sans doute pas qu'une, mais une des premières erreurs, je pense, que j'ai faites, c'est de mésestimer l'ampleur des rapports de force dans la société. Et de croire qu'en faisant vraiment remonter de façon très grassroots, par le bas, des initiatives qui réinventaient notre façon de vivre, notre façon de faire de l'agriculture, notre façon de créer la monnaie, etc. Ça allait infuser les institutions politiques et que petit à petit, la société se transformerait comme ça de façon un peu organique. Jusqu'à ce que je mesure que non, en réalité, il y a des gens qui sont vraiment dans le blocage et dans l'opposition. On parlait de Total tout à l'heure. Clairement, Total, c'est depuis 1972 que le réchauffement climatique existe, a même produit des rapports pour semer le doute sur la réalité du changement climatique, a payé des scientifiques pour ça. C'est pareil pour BP, c'est pareil pour Shell, c'est pareil pour Exxon. Donc ces gens-là sont vraiment dans l'obstruction. Quand on a été filmé là au Parlement européen pour Animal, on discutait avec Claire Nouvian, donc, qui est une activiste qui a eu le prix Goldman pour avoir réussi à faire interdire la pêche en eau profonde et la pêche électrique 2 ans plus tard. Et elle nous disait clairement, au Parlement, il y a 90% des lobbyistes que voient les députés chaque jour qui travaillent pour des intérêts privés, qui font partie de cabinets de conseil, de relations publiques, qui font ça, qui produisent des faux rapports,
qui produisent des éléments de langage, des amendements clés en main et tout ça. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils voient 9 personnes comme ça, ils voient une personne qui vient des ONG avec des rapports pour dire... Donc ce rapport de force-là, évidemment, il est tellement fort que l'essentiel des décisions publiques aujourd'hui sont influencées par des intérêts privés. En plus, c'est largement documenté par toute une littérature. Il y a eu cette fameuse étude que je cite tout le temps en 2014 de Martin Gillens qui, aux États-Unis, essayait de comprendre finalement qui a le pouvoir, qui décide et qui a étudié plusieurs milliers de décisions publiques sur 10 ans et qui est parvenu à la conclusion que 80% des décisions publiques étaient orientées par les 10% les plus riches de l'élite économique. Une fois que vous savez ça, vous vous dites, c'est sûr qu'aller faire des jardins partagés, des composteurs ou même des marches à 30 000 dans les rues de Paris, ça ne va pas changer grand-chose. Parce qu'en face, ils sont extraordinairement bien organisés, très structurés. Et ce qui me semble être une erreur fondamentale, enfin une erreur ou un manquement du mouvement climat en France, c'est de ne pas avoir de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à leur dire, mais dans un monde idéal, vous voulez arriver à quoi? Mais de façon très concrète, vous voulez arriver à quoi? C'est quoi le but? Est-ce que c'est que le gouvernement passe des mesures? Est-ce que c'est de faire élire quelqu'un? Est-ce que c'est de réorienter les flux financiers de l'économie? Est-ce que c'est de faire un maximum de bruit dans les médias pour que tout le monde parle de votre cause? C'est quoi l'objectif stratégique que vous vous donnez? Et une fois que cet objectif stratégique est défini, c'est quoi la stratégie donc, pour y parvenir? Ce révolutionnaire serbe que j'aime beaucoup, là, dont j'ai beaucoup parlé dans le petit manuel de résistance contemporaine, qui s'appelle Zdra Popovic, qui a fait partie de ce mouvement qui a renversé Milosevic dans les années 2000. Aujourd'hui, il a créé une sorte d'organisation qui s'appelle Canva, et son métier, c'est consultant mondial en révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent le voir du monde entier pour dire « Bonjour, on voudrait faire une révolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire ?» Et l'autre jour, je lui parlais sur Skype et il me dit « Mais c'est un vrai métier, hein, il faut que tu le dises aux gens, c'est un vrai métier. » Et donc, lui, il dit « Une grande victoire, c'est une succession de petites victoires atteignables. » On se donne un objectif, une vision pour demain et on se dit « OK, comment on le décline, par exemple, en 10 étapes ?» Et c'est quoi la première étape atteignable qu'on peut avoir, la première victoire qu'on peut remporter? Et c'est très important parce que le mouvement se nourrit de victoires. Qu'est-ce qui fait que les gens vont de moins en moins dans les rues pour marcher pour le climat? C'est qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Parce qu'ils y ont déjà été 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, et ça n'a rien changé. Donc ils se disent, pourquoi je vais y retourner encore 1 fois? Pourquoi faire? Pour chanter et 1, et 2, et 3 degrés, on est plus chaud que le climat. Enfin, ça va, en plus c'est toujours la même chanson, c'est un peu chiant. Non mais c'est vrai. Si ça n'a pas de force, si ça ne permet pas de remporter des victoires, ça ne sert à rien. Donc, il faut que ces victoires-là atteignables, elles donnent de l'énergie au mouvement et qu'on se dise « Yes, on a réussi. Première victoire, c'est cranté. OK, c'est quoi la deuxième étape? Puis la troisième, en sachant qu'on continue à être dans une ligne avec un objectif précis. Si on ne fait pas ça, on voit depuis des années là, des mouvements qui émergent. Je pense sur les mouvements de gauche, à Nuit debout, à Occupy Wall Street, aux Gilets jaunes, aux indignés, qui sont des mouvements spontanés, qui mobilisent pas mal de gens, qui parfois déstabilisent même le pouvoir, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais qui n'ont aucune stratégie. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire à la fin. Ils n'en savent rien. Et à partir du moment où on leur dit « Bon, les gars, maintenant, il faudrait peut-être faire une stratégie. » Ah non, surtout pas. Surtout pas, puis surtout pas de chef, et puis surtout pas d'organisation. Je suis désolé, mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Face en face, il y a des gens qui sont ultra organisés, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de moyens, et qui déploient cette stratégie avec un cynisme parfait. Et qui sont capables de créer des alliances de circonstances avec des gens avec qui ils ne sont pas trop d'accord, mais ce n'est pas grave, parce que si ça leur permet de remporter une victoire, ils vont le faire quand même. Il faut qu'à un moment, le mouvement climat se donne cette qualité d'organisation. Quand on a, malgré tout, parce que vous m'interpelliez sur la Convention citoyenne tout à l'heure, je m'en souviens très bien, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé un petit peu d'avoir une stratégie. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des marches
pour le climat quand Nicolas Hulot a démissionné et qu'il y a eu cet été caniculaire. Et au bout d'un moment, moi qui ai été beaucoup sollicité à ce moment-là pour parler à la fin des marches, pour être une des figures du mouvement et tout ça, je me suis dit, à quoi on va arriver, quoi. D'autant que c'était un moment un peu particulier parce qu'il a commencé à y avoir des grèves pour le climat, des jeunes qui nous ont rejoints. Okay. Il a commencé à y avoir les gilets jaunes. Donc moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit, mais venez avec nous les gilets jaunes, marchons ensemble parce que finalement, votre problème d'être relégué, de pouvoir d'achat et d'être une espèce de marge, enfin d'externalité dans un tableau Excel, c'est le même problème que la question climatique. C'est un système économique qui ne tient pas compte des gens et qui ne tient pas compte des écosystèmes. Au bout d'un moment, il fallait essayer de construire une tenaille. Donc le but, c'était comment est-ce qu'on construit un rapport de force le plus grand possible avec le pouvoir. Un rapport de force dans la rue, mais aussi un rapport de force en attaquant l'État en justice. Ce qu'on a fait avec l'affaire du siècle, on a réussi à réunir 2 300 000 personnes pour attaquer l'État en justice. Une fois que le rapport de force était constitué et que le gouvernement a dit « OK, on veut vous parler », qu'est-ce qu'on pouvait proposer au gouvernement? Moi, avant d'aller rencontrer Emmanuel Macron, je me suis longuement posé la question en me disant j'ai été voir les 12 derniers ministres de l'Environnement. À chaque fois, ça n'a servi à rien. J'ai bu du jus d'orange avec Ségolène Royal, j'ai bu un thé avec François de Rugy. Mais à la fin, pourquoi faire? Et donc, mon idée était de me dire, il faut que je lui fasse une proposition. C'est un peu comme dans Le Parrain. Je ne sais pas si vous avez vu Le Parrain. Il dit, je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. C'était un peu ça l'idée. Et donc, la proposition qu'il ne pouvait pas refuser, c'était un truc qui potentiellement pouvait lui servir politiquement. 2, quelque chose qui pouvait le faire rentrer dans l'histoire, puisque les hommes politiques sont pleins de vanité, vous le savez. Et 3, quelque chose qui réponde vraiment à la problématique. Et donc, la conversation que j'ai eue avec Emmanuel Macron, c'était de lui dire, je sais, et vous savez, que ce qu'il faudrait faire pour résoudre la crise climatique, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que, d'un point de vue électoral, ce n'est pas génial. Dire aux gens il faut réduire de 50% le nombre de voitures en circulation, ça ne va pas avoir un succès considérable. Dire aux gens on va faire une tombola chaque année avec 500 000 billets d'avion pour savoir qui peut voyager, je ne suis pas sûr que ça remporte un succès fou non plus. Dire aux gens vous allez passer de 90 kg de viande à 25 kg non plus, bon, vous ne le ferez pas. En plus, ces mesures, elles vont un peu à l'encontre d'intérêts économiques qui vous ont porté au pouvoir. Bref. Donc, je crois que le seul moyen de s'en sortir dans ce système qui est très compliqué, c'est que ce soit les Français eux-mêmes qui puissent faire un diagnostic commun de la situation et qui ensuite puissent faire des propositions qui sont acceptables pour eux et que ces propositions, elles soient d'abord élaborées par un panel représentatif de Français tirés au sort et ensuite soumises à référendum à l'ensemble des Français. C'est la même chose qu'avec les éoliennes, si vous voulez. Quelqu'un à qui vous dites on va coller une éolienne juste à côté de chez vous et vous n'avez pas le choix, ben, il est contre. Quelqu'un à qui on dit on a besoin de produire de l'énergie, plutôt renouvelable, on pense à mettre des éoliennes, on vous propose de venir discuter avec nous pour savoir où on pourrait les mettre, dans quelles conditions, on vous propose d'investir un peu de votre épargne pour participer au financement de ces éoliennes et ça va vous rapporter 7%. C'est un placement sûr et en plus assez, qui rapporte. Bah, curieusement, les gens sont un peu plus d'accord parce qu'ils se sentent consultés, qu'ils se sentent partie prenante et qu'ils ont un bénéfice à ce qui se passe. Bah, ça, ce sont des stratégies qui peuvent être payantes. Donc là, la Convention citoyenne, pour le coup, pour moi, c'est un vrai succès dans la mesure où on a montré que des gens tirés au sort à qui on proposait de faire ça, ils font des propositions qui sont beaucoup plus ambitieuses que ce que tous les gouvernements ont proposé depuis 30 ans. Donc les gens sont prêts. Il est en train de mourir le traducteur. Moins vite, moins vite. Et en revanche, ça a montré aussi que les responsables politiques, eux, ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout, n'ont pas été prêts à aller jusqu'au référendum, et qu'on a besoin que ces mécanismes rentrent dans nos institutions. Donc pour moi, les activistes aujourd'hui, par exemple, ça pourrait être un de leurs objectifs, de faire en sorte que nos institutions se transforment pour permettre à l'ensemble de la société française de participer à élaborer des solutions collectives, par exemple. Oui, merci beaucoup. Le temps de parole a été rattrapé, c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions à la salle, à part si vous n'avez pas de questions. Mais si vous avez des questions, levez la main.
Ok, vous n'avez pas de questions, mais moi j'en ai d'autres, donc ça tombe très bien. Je vais me tourner vers vous, Louisa. Pardon. Ça, j'ai pas vu. Est-ce que je peux Pardon. dire quelque chose? Ah, trop bien. Désolée, j'avais pas vu. Est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux juste vous raconter quelque chose? Je peux vous raconter quelque chose et ensuite on passe aux questions, si vous Ok, alors, Louisa, je vous donne la parole de manière courte, mais pas trop rapidement pour le traducteur, si possible. Et après, on prend la question. Je devais rire quand tu as dit... donc, vraiment, c'est une grande différence entre la France et l'Allemagne. En fait, toi, tu as dit qu'il fallait proposer au président de rentrer dans l'histoire. Si tu proposes ça au président allemand, il va te dire mais non, vaut mieux pas. Donc, la force révolutionnaire avec les Serbes, donc le centre révolutionnaire du monde, ça aussi, avec eux, on travaille avec eux. Mais il faut distinguer entre une chose, c'est-à-dire notre révolution habituelle pour terminer des dictatures, par exemple, et le genre de révolution qui doit se passer en France et en Allemagne, c'est-à-dire des démocraties qui sont plutôt bienseillantes. Il faut, pour le climat, le mettre sur le devant de la scène. Et en fait, le climat, par contre, est la seule chose dont les institutions pensent qu'il n'est plus là si les gens ne sont pas dans la rue. Le climat, du moment que les gens ne sont pas dans la rue, ont disparu. C'est disparu. Le problème n'intéresse plus. Et ça, c'est quelque chose qui est énervant. Ce n'est pas bien, mais c'est comme ça. Il faut qu'on s'habitue vraiment à retourner dans la rue. Peut-être pas obligatoirement, mais il faut qu'il y ait un bruit de fond. Il faut qu'on le génère, ce bruit de fond, et il faut qu'il y ait toujours une activité dans la rue. Et en fait, même si on a été 10 fois dans une démonstration, dans une manifestation pour le climat, eh bien, il faut y retourner la 11e, la 12e et la 20e fois. C'est comme ça qu'il faut attirer l'attention de nos politiciens. Bien sûr, la stratégie est nécessaire, mais pour faire du climat un sujet permanent, ce qu'il mérite, eh bien, il faut générer l'intérêt. L'intérêt, on ne peut le générer qu'en le rendant public, en rendant le sujet public. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la question au fond. Ja, enttäuscht ist das, was die Junge ein bisschen gemeint hatte. Deswegen war mir das heute zu fragen, inwiefern vielleicht andere Mittel notwendig sind. Und du hast dich so ein bisschen gesagt, wir brauchen Kooperation mit Unternehmen, also Kooperation in Anführungszeichen natürlich, aber inwiefern vielleicht auch mal wir zeigen sollten, wie gravierend die Situation ist. Und wenn wir jetzt um 11 Uhr, um 12 Uhr, um 13 Uhr mal auf die Straße gehen, dann braucht es vielleicht jetzt nicht den CEO oder von der Civic Rebellion, der ist in Deutschland gescheitert, würde ich sagen. Aber ja, gravierende radikale Ansätze. Und ich weiß auch, dass du zum Beispiel vor der SPD-Parteizentrale gesprochen hattest, wo ja auch eine Art, also auch bei Fridays for Future, das ist darüber ja diskutiert. Und ob es da nicht vielleicht eine Strategie wäre, weil wir in Deutschland ja auch an einem anderen Punkt sind wie in Frankreich. Ich denke, in Frankreich braucht es erstmal die Massen auf der Straße, die wir in Deutschland schon hatten, vielleicht in Deutschland andere Wege einzuschlagen. Insbesondere weil in Deutschland die Situation auch alles andere als toll ist. Das ist heute nicht so rausgekommen, aber Deutschland verpasst das 1,5 Ja, voll. Aber das war jetzt so, also in Frankreich sind wir noch nicht so weit, hier wird gar nicht gesprochen, in Deutschland wurde sehr viel gesprochen, aber auch das Wahlergebnis ist ein Bild zur Sicherheit. Also die Frage eigentlich nochmal, ja, inwiefern in Deutschland
Malheureusement, via Zoom, la traduction n'est pas possible parce qu'on n'a pas remis un micro Zoom à la personne qui intervient actuellement dans le public. C'est très dommage. Je vous prie de nous excuser. Ouais, Louisa. Oui, en fait, il y a 3 pensées. Bien sûr, c'est logique qu'il n'y ait pas 1,4 million de personnes dans la rue comme en 2019. C'était un momentum qui était très important à l'époque. Je pense que ce n'est pas les chiffres qui rentrent en ligne de compte. Je pense qu'il était difficile pour les gens d'aller dans la rue pendant la pandémie, était extrêmement difficile. Donc, il faut multiplier par 10 en fait les gens qui étaient présents à ce moment-là. La grève, par exemple, donc 2019, c'était historique. Il y avait il y a eu d'autres grèves qui ont politiquement une autre signification. Bien sûr, il faut réfléchir ce dont on a besoin pour créer des lieux qui sont propices à l'activation, à l'activité et à l'action des hommes. Mais je pense et je suis convaincu il faut retourner dans la rue et ça ne veut pas dire qu'on ne va faire que ça. Je pense qu'on sous-estime que les progrès qu'on a fait en Allemagne. Moi, je suis un petit peu présente à travers le pays. Je pense qu'il y a des gens qui se sont habitués à ce qu'il y a un changement climatique. Je pense que quand même la sensibilité est exacerbée. Et en fait, on est très expérimental en Allemagne. En fait, on est actif sur plusieurs plans. Mais pour justement instiller des mesures qui soient concrètes et qui nous manquent encore. Il y a des choses qui sont également contradictoires, des lobbies qui sont extrêmement forts. Et je pense qu'on manque de présence et de prestance et de charisme. Je pense que Fridays for Future est un contributeur important, mais pas le seul. Il faut bien évidemment s'activer dans ce sens-là et dans notre génération, mais on a besoin d'autres groupes. Il faut réunir nos forces. Il faut et je pense que je vais un petit peu dans ton sens. Il faut quand même tenir compte d'une question. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que l'humain puisse vivre correctement, puisse vivre d'une manière sensée et puisse vivre d'une manière qui sera pérenne. Il y a des mouvances, en fait, ou des mouvements qui se sont endormis en Allemagne. Et il y a une tendance à sous-estimer que des gens aient peur, en fait, d'agir. Les activistes deviennent ennemis. Les activistes deviennent la cible à abattre. Et en fait, il faut nous qu'on s'active également à expliquer aux gens que nous sommes force de proposition. Merci beaucoup. On va passer à une question suivante. Bonsoir. J'ai une question par rapport aux générations. Donc, j'ai 40 ans. Je suis entre la génération de Monsieur ma mère et celle de mon fils qui a 13 ans et qui est pas encore activiste, mais qui est très impliqué. Et ma question, c'est est-ce que les activistes français vont pas en fait aller dans la rue? Ça répond pas forcément à ceux qui ont le pouvoir. Et ceux qui ont le pouvoir, je suis désolée, mais je trouve que c'est vraiment votre génération.
Et moi, à 40 ans, qui suis une adulte, j'ai encore l'impression que c'est pas que je suis une enfant, mais tous les présidents des grosses sociétés, les membres des conseils d'administration, c'est quand même une génération qui a 60, 70 ans. Et je trouve que les activistes vont pas assez sur ce terrain-là. Donc, sur le terrain générationnel, en fait, qu'ils n'essayent pas de parler aux générations beaucoup plus âgées, que les générations plus âgées nous donnent le pouvoir, plus de pouvoir, et qu'ils passent la main. Je suis désolée qu'ils partent à la retraite et qu'ils laissent, 40 ans, on est quand même vieux, responsable, on a des familles. Et je trouve que pour moi, je commence à rentrer en conflit avec la génération de mes parents, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais j'aimerais aussi avoir qu'on m'entende. Et on a peut-être un président jeune, mais au final, dans sa tête, il n'est pas jeune, quoi. Merci beaucoup. On retrouve sur la question du dialogue des générations. Comment on fait pour dialoguer? Et j'aimerais, si possible, que vous réagissiez à une question pour moi qui sous-tend cette question-là, qui est celle de la radicalité. Comment on s'adresse à cette génération qui semble installée, sans parler même de génération, mais de minorité. Nee, das ist nur Deutsch. Das ist nur Deutsch. Ist egal. Das ist nur Deutsch. Donc lui, non, pas lui, ouais. Je repose donc la question, c'est comment on fait pour rétablir ce dialogue de génération et est-ce qu'on a besoin de plus de radicalité, peut-être même de plus de confrontation avec cette génération la plus âgée, mais également, surtout, la génération, sans parler de génération, mais les personnes qui détiennent les intérêts économiques, qui détiennent le capital, je ne sais pas comment dire ça. Est-ce qu'il faut une approche de dialogue ou est-ce qu'il faut une approche de radicalité? Cyril Dion, quelle est votre opinion là-dessus? Le micro français. J'ai l'impression qu'il faut les deux. C'est-à-dire que là, moi, j'ai déjeuné ce midi dans une banque avec plein de... Ouais, c'est moche. Ouh là là, avec plein de chefs d'entreprise et des gens qui ont des fonds d'investissement, des trucs comme ça, vous voyez. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que, comme vous le disiez assez justement, ce n'est pas toujours une question d'âge. C'est-à-dire qu'on peut être comme Noël, avoir 73 ans et être très jeune dans sa tête et avoir des idées très jeunes depuis très longtemps. Et non mais, oui, oui. Non mais, non, elle ne parlait plus. Oui. Je vais vous répondre. Je vous le promets. Je veux vous répondre plusieurs choses. La première des choses, c'est il y a une génération là qui a 25-30 ans, qui est en train de... Je vais employer une expression de vieux, parce que j'ai été traité de vieux tout à l'heure, de ruer dans les brancards. Non, mais de foutre un peu le bordel. J'avais dit que je dirais l'âge de Salomé Saké, qui a 25 ans, mais en ce moment, on entend parler d'elle tout le temps dans les médias. Il y en a plein des vieux journalistes qui tiennent le haut du pavé. Ben, il n'empêche qu'il y a des jeunes journalistes qui sont en train de disrupter un peu ça. Une jeune femme comme Eva Sadoun, qui dirige le mouvement Impact France, qui est un peu le mouvement des entrepreneurs sociaux et qui a aussi une entreprise qui s'appelle Lita, qui est une entreprise justement de finance éthique, alternative, pour réorienter les flux financiers. Elle est en train de disrupter le système. Une jeune femme comme Lucie Pinson, dont parlait Noël, qui est dans une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, qui vient d'avoir le prix Goldman, là aussi, qui est une sorte de prix Nobel de l'écologie pour l'Europe. Elle a moins de 30 ans. Et elle passe son temps à faire chier la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, où il y a plein de vieux qui sont dans les conseils d'administration, et de les contraindre de plus en plus, c'est pour ça qu'elle a eu le prix Goldman, à désinvestir du charbon, du pétrole. Je pourrais vous donner au moins 30 exemples comme ça, de gens qui sont justement d'une génération un peu plus jeune et qui sont en train de disrupter tout un tas de secteurs. C'est
une des théories justement du changement, qui est de dire, c'est Geoffroy de La Haignerie qui disait ça dans son bouquin « Sortir de notre impuissance politique », qui disait, moi je dis à mes étudiants, c'est très bien d'aller dans les rues, hein, aller manifester, mais c'est surtout très bien que vous investissiez les lieux de pouvoir, que vous deveniez les magistrats, que vous deveniez les chefs d'entreprise, que vous deveniez les enseignants, et que petit à petit, vous vous imposiez dans ces secteurs-là pour avoir beaucoup d'influence. L'autre façon que la jeune génération est en train d'utiliser pour avoir cette influence-là, donc c'est évidemment tout ce que fait Louisa, par exemple, ce que fait Greta dans la rue et tout ça, mais c'est aussi ce manifeste que des jeunes ont signé en disant « nous n'irons plus travailler chez vous ». Et pour discuter quand même régulièrement avec des patrons du CAC 40 ou de grosses entreprises, ils disent sincèrement que c'est de plus en plus compliqué de recruter, qu'ils ont de plus en plus de mal, parce que les jeunes ne veulent pas venir, parce que simplement leur proposer une voiture de fonction, un gros salaire, ben, ça ne leur suffit pas. Donc, c'est aussi une façon de pousser. Alors, je ne sais pas si c'est les pousser à la retraite, parce que les pousser à la retraite de force, c'est un peu compliqué, mais de les pousser dans leur retranchement et d'une certaine manière, ce que fait un peu Salomé avec le journalisme. Ça ringardise un peu Pascal Praud, même s'il aime beaucoup Pascal Praud, mais c'est une bataille culturelle, ça. Et à un moment, il n'y aura plus de gens qui auront envie de regarder Pascal Praud, qui diront, non, je veux voir Salomé Saké à la télé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Cyril Dion. On va juste prendre une dernière question, une question du chat. Jetzt haben mich die anderen wieder nicht. Ich brauche beide Mikros. Ja, aber unser Publikum? Bon. Je suis désolée, ça va être... Pardon pour cette confusion de micro. Alors, on a une question du public en ligne. Je vais vous la lire. Alors, c'est très sympathique que vous vous engagez pour un changement de mentalité partant du bas, mais est-ce que ceci ne dure pas trop longtemps? Est-ce que les restrictions ne devraient-elles pas venir du haut des gouvernements élus? Merci beaucoup pour cette question qui rejoint finalement aussi la question de l'approche de la radicalité. Noël Mamère, quelle est votre considération là-dessus? Je rejoins ce que disait tout à l'heure Cyril. C'est extrêmement compliqué pour les gouvernements aujourd'hui de dire qu'il va falloir changer de modèle et donc évoluer vers des sociétés qui sont moins consommatrices, qui peuvent être moins confortables dans certains aspects de notre vie quotidienne, mais qui nous apporteront beaucoup d'autres satisfactions en échange, parce que les politiques sont leur horloge, elle fonctionne tous les 5 ans. Voilà, et donc ils regardent et leur agenda politique, il est fixé sur les échéances électorales. Or, on ne peut pas changer la société de manière profonde comme les questions écologiques et comme l'urgence climatique l'exigent, en ne prenant que des décisions qui auront une portée limitée. C'est le combat, c'est le problème, c'est un double problème qui est vieux comme la politique et comme la philosophie. C'est la contradiction entre le moyen terme et le long terme, et c'est la contradiction, le décalage entre le temps politique et le temps de la société. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que la société est beaucoup plus en avance que les politiques sur ces exigences. Et Cyril l'a très bien démontré avec la Convention citoyenne pour le climat. Et je suis d'accord avec lui, c'est un gâchis immense de la part du pouvoir, mais c'est un grand succès parce que ça ne restera pas, ça ne restera pas oublié, cette affaire. Et ça va contribuer à faire évoluer les institutions. Oui, c'était en effet au gouvernement de prendre leurs responsabilités face à des questions que Biden, quand il a été en charge de la présidence des États-Unis, qualifiée de questions existentielles, mais nous n'avons pas attendu Biden pour le dire. Et pour continuer pour répondre à cette dame, c'est vrai que toutes les réponses qui ont été apportées par Cyril vont dans le bon sens, c'est-à-dire comment bousculer. Ça répond aussi à ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de tourner le dos systématiquement, il faut faire de l'entrisme, mais comme cela a été dit, vous voyez bien que ces jeunes générations, elles ne veulent plus participer à des entreprises qui nous mènent dans le mur, elles veulent donner un autre sens à leur vie. Je vous recommande vivement de ce point de vue le livre d'une journaliste du Monde qui s'appelle
Julie Miller, qui a écrit un livre qui s'appelle Révolte et qui fait en fait le panoramique de tous ces jeunes qui sont centrales, Bac+10 et autres, et qui ne veulent pas continuer dans ces entreprises. Au bout d'un moment, ça va bien finir par interroger ceux qui sont aujourd'hui aux manettes et dire enfin que l'écologie, ce n'est pas les bisounours. L'écologie, contrairement à ce qu'on nous raconte, elle ne peut pas habiter partout. Elle ne peut pas habiter à gauche, à droite, au centre. Et l'écologie, elle a des ennemis déterminés, comme ceux qu'a décrit tout à l'heure Cyril Dion. Donc, il faut de la radicalité et créer des alliances, comme par exemple Greenpeace France a su le faire avec le syndicat CGT sur la question du nucléaire et d'autres sujets. Écoutez, merci beaucoup. Je suis désolée, je suis obligée de terminer. Je vais peut-être donner le mot de la fin à Louisa, vraiment en 1 minute, si vous avez le temps. Sur vous, votre approche de cette radicalité, encore une fois, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de plus de radicalité dans le mouvement climat? En 1 minute, ça va être difficile. Bon, comment je vais le dire? Le truc avec la radicalité, entre-temps, je crois et je travaille et je fais la promotion de notre activisme qui nous fasse réfléchir sur le traumatisme des boomers des années 20. En fait, c'est malheureusement, et il faut que je le dise, il y a des gens qui croient que la radicalité, c'est juste avant Hitler, quoi. Enfin, c'est-à-dire que la radicalité, c'est quelque chose, c'est un traumatisme chez nous en Allemagne. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le terme de radicalité en fait, est tellement faussé en fait, et dévié et galvaudé même qu'on ne peut même plus travailler avec ça. En fait, la radicalité, en fait, ce n'est pas l'opposition forcément. On s'oppose, on est radical à l'école par exemple. On a la possibilité donc de parler avec beaucoup de gens, de se mettre en opposition réelle, à argumenter, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? La radicalité, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de plus d'exigence? Est-ce qu'on a besoin de plus de perspectives? Quelle perspective? Quelles exigences? En fait, on ne doit pas être radical pour le principe, on ne doit pas exiger pour le principe d'exiger. Il faut que l'exigence ou cette perspective-là de la radicalité, elle jaillisse en fait d'un besoin. La perspective sur le monde, en fait, et de ce que l'est, de tel qu'il est, et de comment il se présente à nous, en fait, et ça nous le démontre tous les jours, en fait. Et il faut fermer le gap en fait, entre les difficultés de compréhension d'une part et l'inaction de l'autre part. Le message de cette réalité extrême du monde, il faut qu'il soit transmis, il faut qu'il soit distillé, il faut qu'il soit instillé dans les différentes couches de la société, de par l'explication, l'argumentation. Le climat, ce n'est pas un sujet, c'est un état d'agrégat, en fait. Et je pense que l'écologie, en fait, doit être un état d'esprit, doit être en nous comme notre besoin de nous sustenter ou notre besoin de réfléchir, ou notre besoin de nous réaliser. Bien évidemment, il nous faut des méthodes, mais je pense que la question importante, c'est comment on arrivera à faire que ce fossé entre la réalité et cette réalité parallèle politique, en fait, comment on peut le remplir, on peut le remplir de sens, en fait. Protection du climat, ce n'est pas un sujet, en fait, la question est mal posée, en fait. Nous, on parle par exemple beaucoup en Allemagne sur la limitation de la vitesse
vitesse sur les autoroutes, c'est antagonique en fait. Bien évidemment, il faut la réduire parce qu'en fait, il faut dépenser moins d'essence. Et les décisions politiques, par contre, sont, et comme on le sait pertinemment, sont influencées pas par la société, mais par des gens autres qui ne sont pas nous et qui ne correspondent pas à nos faits. Et donc, il faut créer des faits. Il s'agit en fait de nous remplir de conscience et que cette conscience pénètre notre ADN. Merci beaucoup. Vielen herzlichen Dank. C'est la fin de cette conférence. Merci beaucoup de l'avoir suivie en présentiel ou en ligne. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.